Bonjour à tous, bienvenue pour cette 9e séance en C#. On va continuer un petit peu sur ce qu'on a vu précédemment, on va aller un peu plus loin et entrer un peu plus dans le vif du sujet pour parler des méthodes. Les méthodes, si vous vous souvenez, on en a parlé dès le début du cours, très tôt finalement, puisqu'on avait fait je vous avais fait une petite parenthèse sur cette méthode main, qui est un peu un cas particulier, je vais revenir dessus, donner quelques rappels. Cette méthode main, pour information, est le point d'entrée de votre programme. Au démarrage de votre programme, on va avoir en fait l'environnement, ce qu'on appelle le CLR en C#, le Common Language Runtime, qui va se fixer, d'accord, qui va tout simplement chercher cette méthode main et va l'exécuter. Elle est d'ailleurs présentée comme étant statique, mais ça aussi on reviendra là-dessus, parce que ce n'est pas en fait on ne fait pas d'instance par exemple de classe, on ne va pas forcément créer une instance d'une classe, et on reviendra aussi sur tous ces termes plus tard, pour faire appel à cette méthode, d'accord. C'est vraiment notre point d'entrée, le point de démarrage, et c'est une méthode obligatoire, et il n'y en a qu'une seule, d'accord. Chaque application que vous allez développer en C# a une seule méthode main qui est obligatoire, c'est son point d'entrée. On a également utilisé d'autres méthodes, par exemple cette méthode WriteLine de la classe console que nous avons ici, qui appartient, je rappelle, à l'espace de nom système, même si on abordera bien sûr plus en détail cette histoire d'espace de nom, de classe par la suite dans le cours, parce qu'on n'est pas vraiment non plus allé très loin dans le détail à ce niveau-là. Il y a sûrement des choses que vous ne comprenez pas encore et c'est parfaitement normal. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer finalement vos propres méthodes, parce que vous savez plus ou moins les utiliser en partie, même si on reviendra dessus par la suite. Mais on va voir un peu comment tout cela fonctionne, et on va voir également en termes de fonctionnalité que C# propose énormément d'outils syntaxiques, pour être plus exact, qui vont vous permettre de réaliser un certain nombre de choses bien précises. Il y a pas mal d'éléments que je vais vous montrer sur cette vidéo, il y a des choses que je garde pour plus tard, il y a des choses que vous pouvez retrouver et que vous retrouverez comme d'habitude, comme n'importe quelle formation de la chaîne, en annexe dans la playlist des tutoriels associés à un cours. Évidemment, si au moment de cette vidéo, vous regardez sur la chaîne et que vous ne trouvez pas une playlist de tutos, c'est tout simplement qu'elle n'existe pas encore, pas d'inquiétude, et si vous ne trouvez pas la vidéo, c'est tout simplement qu'elle n'est pas encore publiée non plus. Mais n'hésitez pas à surveiller ça régulièrement, et je rappelle que sur mon GitHub, j'ai fait un dépôt formation vidéo avec des tableaux où vous avez en fait tout rapidement visible d'un seul coup d'œil, sans devoir aller chercher dans la section playlist de la chaîne, avec toutes les playlists disponibles qui sont un petit peu mélangées. Voilà. Ok, alors je vais me contenter du principal, donc je vais aller vraiment à l'essentiel pour là, après on va aller un peu plus loin par la suite, ce qui a vraiment, encore une fois, c'est très dense, le langage C# comme Java, comme C++, c'est très dense, et C# propose énormément de syntaxes différentes et de notations pour faire tout un tas de choses avec nos méthodes. On va regarder tout ça. Alors une méthode déjà, qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne précisément? À quoi ça sert et comment on va pouvoir en créer? Comme vous l'avez vu, ça va être tout simplement en fait la possibilité de réaliser un traitement particulier. Cette méthode, pour faire très simple, WriteLine, qui appartient encore une fois à cette classe console, va nous permettre d'afficher du texte. Jusqu'à présent, si vous vous rendez bien compte, vous avez pu l'utiliser sans même savoir comment elle était programmée. D'accord? On n'a pas eu besoin d'aller regarder finalement le code de cette méthode, savoir comment elle faisait cet affichage, comment elle gérait éventuellement le retour à la ligne, etc. Voire même, rappelez-vous, de faire du formatage de texte pour pouvoir inclure des valeurs de nos variables. On peut faire tout un tas de choses, de la concaténation, bref, elle le fait très bien, elle fonctionne telle qu'elle, et on n'a pas besoin de se soucier finalement de comment elle fonctionne en interne. On ne fait que l'utiliser, la réutiliser, et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc une méthode, c'est tout simplement, alors dans sa définition même, c'est-à-dire quand on crée une méthode, ça va être un ensemble d'instructions, d'accord, un bloc de code si vous voulez, comme on a par exemple ici, rappelez-vous un bloc pour cet espace de nom, un bloc en fait commence par une accolade, se termine ici, par l'autre accolade, donc ouvrante et fermante. On a un bloc par exemple ici pour notre classe, et on a un bloc ici pour notre méthode main. D'accord, on retrouve plusieurs blocs de code qui sont également définis par ce qu'on appelle des contextes. D'accord, là on est dans le contexte de l'espace de nom fv, là on est dans le contexte de la classe program, et là on est dans le contexte de la méthode main. Donc ça fait beaucoup de termes à retenir, mais des termes qui sont similaires à d'autres langages de programmation si vous programmez ailleurs aussi. Donc vous vous y ferez très rapidement, et naturellement vous arriverez à retenir un peu tout ça. Ce qu'il faut savoir, très important, c'est que cette portion de code, donc en extension de code, permet tout simplement de formater, de factoriser plusieurs informations répétitives. Vous vous êtes rendu compte, alors on l'a fait un petit peu précédemment, qu'on a très souvent besoin d'afficher du texte, ou simplement d'afficher la valeur d'une variable. Si on ne passait pas par des méthodes, donc le méthode c'est simplement un terme pour désigner des fonctions d'une classe, parce que je rappelle que le langage C# est obligatoirement basé finalement sur le paradigme
de programmation orientée objet, ici orientée classe d'ailleurs pour être exact. Donc il n'y a pas de programmation simplement impératif procédural, on ne fera appel qu'à des fonctions. La méthode, encore une fois, c'est juste un terme pour dire c'est une fonction, d'accord, ou éventuellement une procédure, mais ça on en parlera plus en détail aussi, qui est simplement reliée à une classe, qui est rattachée à une classe. Voilà, c'est un nom simplement différent pour savoir qu'on parle d'objet derrière et pas seulement de procédural. Donc là on faisait de l'affichage, pas de problème, on le fait très régulièrement, et si on n'avait pas finalement ce genre d'outil, on devrait à chaque fois, tout ce que contient en fait cette méthode WriteLine, on devrait le réécrire à chaque fois dans notre code. Donc à chaque fois qu'on voudrait, si on voulait à chaque fois afficher du texte, afficher la valeur d'une variable, il faudrait refaire toutes les instructions, tout le temps. Ici on va une bonne fois pour toutes se dire, ok, on écrit une méthode qui s'appellera WriteLine, on y met tout un ensemble d'instructions, elle va gérer, elle va faire plein de choses, peut-être vérifier avec des conditions, des boucles, bref, tout un tas de traitements différents, plusieurs instructions. On lui donne un nom, éventuellement elle a besoin de paramètres, ça on va en parler aussi pour pouvoir fonctionner, éventuellement elle retourne quelque chose aussi, le retour de la méthode, on verra ça, et après on peut l'utiliser. On le fait un simple appel à celle-ci, entre parenthèses on l'indique des arguments ici, donc c'est les paramètres qu'elle attend, et après elle fait son travail comme elle est censée le faire. Voilà, comment ça fonctionne en grande partie, en tout cas par rapport à ça. Alors au niveau de ces blocs de code, on verra qu'il y a également d'autres choses, on abordera un peu plus tard d'autres exemples finalement de blocs de code, je vous avais dit les espaces de nom, les classes, etc. On parlera également des interfaces, des structures un peu plus tard, on verra tout ça au cours de cette formation, donc vous inquiétez pas, c'est des choses que nous verrons dans le détail. Alors première chose qui est importante, finalement comment créer notre propre méthode. Une méthode va posséder en C# une signature, et là, pour ceux qui ont déjà programmé dans d'autres langages, il y a une petite distinction, mais je vous expliquerai un peu ça. On va avoir en premier lieu, donc je vais peut-être l'indiquer ici rapidement, on va avoir beaucoup d'éléments, n'hésitez pas encore une fois à prendre des notes s'il faut, parce que je vais vous donner plein d'indications sur cette séance, donc n'hésitez pas. Pour la signature, on va avoir simplement le nom, d'accord, un nom de méthode. Alors le nom suit les mêmes règles que le nommage pour une variable, rappelez-vous, pas de nombre, enfin pas de chiffre ou nombre au tout début du nom, pas de caractères spéciaux, pas d'espace, on peut utiliser des underscores si on veut, il n'y a pas de problème. Voilà, donc on respecte les mêmes règles de convention, enfin les mêmes règles de nommage, pardon, que pour les variables ou autres. On a le nom, et on va éventuellement avoir des paramètres. D'accord, les paramètres, pour désigner simplement, quand vous définissez, donc quand vous créez une méthode, ce qui est finalement entre parenthèses sont les paramètres, et quand vous faites un appel à cette méthode qui aura été créée, on dit en fait que les paramètres qu'elle attend lors de l'appel, ce sont les arguments. D'accord, on emploie deux termes différents, en gros pour désigner, voilà, l'argument c'est ce qu'on donne lors d'un appel, le paramètre c'est lors de la déclaration, de la définition, c'est finalement les informations qu'elle aura besoin. Et vous allez voir que c'est la même chose en fait, c'est pour faire la connexion entre les deux. Donc voilà les deux choses que l'on a. On a éventuellement, et ça c'est surtout dans d'autres langages de programmation, un type de retour, mais ici ça ne fait pas partie de la signature. Pourquoi? Parce qu'il y a sur ce principe, on verra plus tard, de surcharge de méthode, c'est-à-dire de pouvoir réécrire en fait la définition d'une méthode. Donc le type en lui-même de retour ne fait pas partie de ce qu'on appelle la signature de la méthode ici. Alors j'insiste bien parce que dans d'autres langages de programmation, le type de retour peut faire partie de la signature d'une fonction, d'une méthode, mais ici pour C# c'est un cas particulier. Donc on retrouve vraiment ces deux choses-là. Ok, donc on y va, on va créer ça. Alors là, comme on n'a pas encore abordé des classes, vu comment par exemple construire notre propre classe ou autre, on va rester toujours sur des méthodes statiques. Vous avez dit que l'avantage de la méthode déclarée ici statique, sans trop en dire, c'est de pouvoir appeler cette méthode sans devoir passer par un objet construit à partir de la classe. Vous voyez qu'ici, console, on passe par la classe console et on fait ceci. Alors on a un cas particulier parce qu'ici on n'a pas créé une instance, on n'a pas créé un objet de console, on l'appelle ici, donc on peut procéder à ce genre de, finalement, de fonctionnement. Mais là, pour rester très simple, parce que ça va lier énormément d'autres informations, on va se contenter de créer des méthodes statiques. Plus tard, quand on commencera à voir comment construire une classe, vous verrez qu'on fera autrement que la simple création de méthodes statiques. Donc je vais la créer ici, dans ma classe Program, d'accord, elle va appartenir à cette classe-là, statique. Donc pourquoi je vous dis ça? Simplement que j'ai pas envie de créer un objet Program pour pouvoir utiliser ma méthode ici, d'accord. Comme là, vous voyez, pour main, au démarrage du programme, on ne crée pas d'instance de programme, on n'a pas besoin pour l'appeler ici. Donc on aura la même chose. On va lui donner un nom. Alors pour le moment, pour le nom, on va l'appeler, je sais pas moi, hello, parce qu'après tout, on fait un petit hello world ici. Admettons, dans mon programme, j'ai besoin de faire un hello world très souvent, d'accord. C'est-à-dire que si c'est qu'une seule fois, bon, c'est pas tellement problématique de décrire les instructions. Par contre, quand on a un code qui peut éventuellement être répété, ou alors une fonctionnalité qu'on va avoir à répéter au sein de notre application, c'est mieux de la factoriser, de la mettre, en fait, de l'implémenter dans une
méthode. Donc admettons, moi j'ai besoin à un moment donné, voilà, plusieurs reprises d'afficher cette simple phrase dans mon programme. Je reste bien sûr sur un exemple très simple pour que vous puissiez comprendre. Plutôt que de le réécrire à chaque fois, finalement, cette ligne, on peut imaginer alors une autre phrase avec, eh bien je vais la factoriser dans une méthode. Donc on va faire ça, ici hello, on va rester au plus simplement, faire juste comme ça. On est dans le contexte de notre méthode, et voilà. Vous voyez, on factorise ça là-dedans. Ici, il nous faut indiquer un type de retour obligatoire. Je vous ai dit que pour C#, ça ne fait pas partie de la signature, mais en termes de code, il faut l'écrire. Donc comme pour main, pour le moment, on ne va rien renvoyer, et je vais vous expliquer ce qu'est le retour d'une méthode, on en parlera. Voilà. Au niveau des paramètres, est-ce qu'elle a besoin d'informations pour faire son travail? Non. Vous voyez qu'on affiche directement le texte ici. Donc elle n'a pas besoin de manipuler quoi que ce soit, donc on ne met rien. D'accord? On ne met absolument rien dans les parenthèses, mais il faut quand même écrire ces parenthèses. Voilà. Nous avons une méthode, on vient de déclarer, on a défini une méthode statique qui s'appelle hello, d'accord, qui ne prend aucun paramètre et qui ne retourne rien. Et pareil, pour être plus exact, on va pouvoir préciser son niveau d'accès. Le niveau d'accès, ce sont 3 termes qu'on va retrouver principalement. Donc, je vais mettre l'accès. Ça ne fonctionnera pas que pour les méthodes, vous verrez qu'on l'utilisera pour plein d'autres choses, que sont public, alors j'allais dire static, non, protected, et private. Un élément public, pour faire simple, il sera disponible partout. On pourra accéder à cette méthode de partout. Protégé, protected, on pourra y accéder que dans l'arborescence finalement de classes qui sont dans un système d'héritage. On va en parler. Donc ça, on le verra plus tard, j'insiste pas trop là-dessus. Je vous présente juste le terme puisqu'on en parlera plus tard sur le cours. Et private, c'est simplement pour dire que ça appartient à la classe elle-même. Donc c'est-à-dire que seuls des éléments de la classe, d'accord, donc au sein de sa classe finalement, admettons ici si je faisais une méthode private, eh bien il n'y a que la classe program qui pourrait tout simplement faire appel à cette méthode. Parce que ça lui appartient et les autres ne pourraient pas. D'autres classes ne pourraient pas y avoir accès. Donc nous on va mettre public, on va le mettre de manière explicite pour bien comprendre que c'est le cas. Parce que si on ne met rien, voilà, comme pour la méthode main, on pourrait, voilà, on peut douter, hein, on peut se tromper, on se dire bon, est-ce que c'est public, est-ce que c'est privé? On ne sait pas, d'autant qu'il y a des langages de programmation qui n'ont pas forcément le même comportement. Certains, quand vous ne mettez rien, considèrent que c'est privé, d'autres, quand vous mettez rien, considèrent que c'est public. Donc moi, je pars du principe, je recommande généralement, surtout si vous programmez dans plein de langages différents, de toujours être explicite dans le nommage, dans la déclaration de méthode. Comme ça, d'un seul coup d'œil, vous savez si c'est public, privé ou autre, et vous n'avez aucun risque de vous tromper à ce niveau-là. Ok, donc pas mal d'éléments que je vous ai donnés, vous voyez, pour pouvoir finalement définir cette méthode. Je résume, on a une méthode publique et statique qui s'appelle hello. Donc j'ai mis une majuscule au H puisque c'est la convention, hein, c'est un peu comme ça qu'on nomme les méthodes en C#, c'est pas comme en PHP ou d'autres langages. Elle ne retourne rien et elle ne prend aucun paramètre. C'est une fonction, une méthode ici, qui ne fait qu'afficher hello world, tout simplement. Ça c'est la déclaration, la définition. Ok. Maintenant, on va faire appel. Donc le principe de faire appel, c'est de pouvoir l'utiliser. Donc ça peut être n'importe où. Le programme est évidemment très très court, mais à n'importe quel moment où vous aurez besoin de faire son traitement L. Alors là, elle n'a qu'une seule instruction, donc c'est très court. Mais bien sûr, vous aurez plus tard des méthodes qui auront plus d'une instruction. Eh bien, il suffit simplement de l'appeler par son nom, comme on faisait avec finalement console.writeLine. Sauf qu'ici, comme elle est statique et qu'elle n'appartient pas, enfin en tout cas, on n'a pas besoin de faire d'instance, on peut l'appeler directement par son nom. Il faut mettre les parenthèses, même s'il n'y a rien comme argument attendu, c'est important, et le point virgule qui bien sûr indique la fin de l'instruction. On fait ceci, on va tout simplement compiler, exécuter tout ça, et vous allez voir qu'on obtient tout simplement le résultat qu'on attend. Voilà. Donc j'ai été assez long, j'ai bien pris le temps de vous expliquer, parce que c'est des choses qui font partie de la base des bases finalement pour comprendre ce principe, et il faut absolument pas se louper là-dessus, et que vous n'ayez pas de lacunes sur tout ça, tout ce que je vous explique maintenant au niveau des concepts, des termes, etc. Voilà comment ça fonctionne. Est-ce qu'on peut se faire un autre exemple? Alors bien sûr, on va avoir d'autres exemples, on va faire des méthodes un peu plus complexes, hein, c'est un petit peu le but, donc on ira un peu plus loin là-dessus. Alors on verra également d'autres mots-clés, mais je ne vais pas les aborder trop ici, parce qu'il y a beaucoup de choses, notamment sur la modification, on appelle ça des modificateurs pour, alors pas seulement des méthodes aussi, hein, ça pourra être éventuellement utilisé sur des classes, mais on va le retrouver aussi pour finalement nos méthodes. On va voir par exemple abstract, d'accord, abstract je pense qu'on peut en parler. On aura également, alors sealed, c'est un cas un peu particulier, c'est pour ce qui est scellé, mais pareil, j'insisterai pas là-dessus. Je vous donne les mots, simplement pour que vous les voyez, vous dites, ah ok, en C#, il y a ces termes-là qui existent. Comme ça, voilà, vous les découvrez. Et bien sûr, on abordera ça plus tard. On a virtual, qui est un cas aussi un peu particulier, et unsafe, on en parlera très très peu, parce que c'est pour faire du code, comme ça indique, qui n'est pas sécurisé finalement. Par exemple, s'amuser à faire des pointeurs en C#. Donc dans la mesure du possible, on évite. Mais on peut parfaitement, explicitement se dire, attention, cette méthode, elle est unsafe. C'est-à-dire que voilà, il y a des choses qui ne seront pas vérifiées par le CLR, hein, le Command Language
runtime, je vais y arriver, et voilà, on n'assure pas que le code est propre, que le code fait des libérations de mémoire automatique, etc., etc. Donc on évitera dans la mesure du possible. Voilà, donc on va pas les aborder en concret maintenant, je vous les donne juste pour savoir qu'à ces mots qu'on va utiliser tout au long de la formation, on va revenir un peu là-dessus, parce qu'ils ont beaucoup d'importance. Donc en C#, comme vous voyez, il y a beaucoup de termes à connaître, beaucoup de termes à apprendre, et c'est pour ça que je vous invite à prendre des notes par rapport à ça, pour ne pas vous perdre. Ok, donc on a notre première méthode, on va pouvoir passer à quelque chose d'un peu plus compliqué, un peu plus compliqué, histoire de voir ce qu'on peut faire un peu plus, de manière un peu plus riche, parce que là on n'a quand même pas beaucoup d'informations. Première chose qu'on pourrait faire, c'est utiliser une méthode avec des paramètres. Voilà, une méthode avec des paramètres, on peut faire ça comme ça. Une méthode avec paramètres, c'est qu'elle a besoin d'informations pour faire ce qu'elle a à faire. Alors, le plus simple, c'est un exemple que je prends dans pas mal d'autres formations de la chaîne, c'est l'exemple par exemple de faire une somme de deux nombres. D'accord, c'est un exemple qui est très simple et je pense qu'il colle bien à ce niveau-là. Donc je vais faire une nouvelle méthode qui fera la somme de deux nombres entiers, pour être précis. Je vais l'appeler sum, alors normalement il n'y aura pas de problème de toute façon au niveau du nom. Elle prend deux paramètres et là je vais indiquer leur type, très important. Donc moi je veux deux entiers, donc int x et int y par exemple. Donc ça c'est les noms que j'ai choisis ici pour cette méthode. Ok. Tout va fonctionner, puisque là il faut parler de portée au niveau du contexte. C'est-à-dire qu'ici, au sein de cette méthode, d'accord, vous voyez dans son contexte à elle, entre les accolades, ces variables x et y vont exister ici. Une fois qu'on sort du contexte, peu importe la raison, via un retour de la fonction de manière automatique, c'est-à-dire quand on arrive à la fin du bloc, ces variables-là, d'accord, ces données-là sont tout simplement détruites, elles n'existent plus. Donc on ne les retrouvera pas dans le main, on ne les retrouvera pas ailleurs. Elles n'appartiennent qu'à ce contexte-là précisément, dans ce genre de cas. Je peux même m'amuser à faire ça, d'accord, par exemple faire ça. Ici, on aura également des variables différentes. Le x et y appartient au contexte, main, ce sont deux variables précises, et les variables x et y qui sont créées ici implicitement par ces paramètres sont des variables appartenant à ce contexte-là. Donc au final, si on prend ces deux méthodes, nous avons quatre variables qui existent, d'accord, à ce niveau-là. Voilà, donc comment ça fonctionne? Alors je vais garder ces deux pour que vous voyez que ça n'a rien à voir. Je vais faire ça. On va ici, par la suite, retourner. Alors pour le moment, on va juste afficher le résultat des deux. D'accord, on va faire un petit, non pas write, mais write line, et on affiche tout simplement le résultat de cette expression. Ok, simplement. Hop. Donc on retourne rien, parce que de toute façon elle retourne rien cette méthode. Elle affichera juste ce qu'on lui donne en paramètres. Pour faire son appel, c'est comme tout à l'heure, sum, et là dans les parenthèses on passe ces informations dans l'ordre où elles sont indiquées pour les paramètres. Donc là elle attend des arguments. Le premier paramètre qu'elle attend comme argument c'est le x, c'est le premier nom, et l'autre c'est le y, donc ce sera le deuxième. Donc là, comme c'est une somme, on peut les mettre dans n'importe quel ordre, finalement il n'y aurait pas trop de problème. Je peux mettre un avant et puis le deuxième après. Du genre je peux faire ça et je peux faire ça. D'accord, bon, c'est des mathématiques, hein, ça reviendrait exactement à faire ça. Vous savez que au niveau du calcul ça ne changera rien. Mais on va quand même respecter pour dire 15 c'est notre x et 4 c'est notre y. On fait ça. On y retourne, hop, petit .NET. Jamais utilisé, ah oui. C'est juste bon, c'est des avertissements, vous inquiétez pas, ce ne sont pas des erreurs, hein, ça a pu compiler, c'est normal, puisqu'il vous indique, vous voyez que ces variables sont déclarées, mais on s'en sert jamais. Donc il vous dit pourquoi tu as déclaré des variables que finalement tu n'utilises pas. Autant les enlever. Donc on retrouve bien le console ici, alors je vais ça commenter, parce que c'était surtout pour vous montrer que ça n'avait rien à voir avec les deux qu'on a là. D'accord, le x et y ici. C'est vraiment deux cas différents. On va recommencer, ça n'y aura plus du tout d'avertissement. Voilà, on retrouve bien le 19 qui est le résultat de cette expression. Donc il a bien pris ce qu'on a passé ici. Si je refais un appel à celle-ci en mettant carrément d'autres valeurs, on va avoir bien évidemment un autre résultat. C'est pour ça que c'est très important, parce que vous voyez du coup tout de suite l'intérêt que ça peut avoir. Alors, encore une fois, on n'a qu'une seule instruction, donc ça fait pas beaucoup. On pourrait presque demander, finalement tu mets ici un write line et un write line là, tu as la même chose. Mais là c'est un cas encore une fois pour vous illustrer pour l'exemple, d'accord, je vous fais ça. Dans un cas concret et plus réel, vous allez rarement ou quasiment jamais finalement avoir de méthode avec une seule instruction, sauf des cas très spécifiques, et on va en parler un petit peu après aussi, puisque c'est on va dire c'est un type de méthode un peu particulier que je vais vous montrer dans cette vidéo. Donc sinon, on aura beaucoup plus de choses, un code un peu plus conséquent, et c'est là qu'on voit tout l'intérêt. C'est-à-dire que là, on comprend que on a une méthode, elle réalise un traitement bien précis, c'est le but, hein. Ne faites pas une méthode par exemple qui ferait trois choses différentes,
D'accord? Normalement, le nom de votre méthode devrait désigner ce qu'elle fait précisément. Ici, elle fait la somme. Alors, on pourrait même indiquer le type de somme qu'elle fait. Mais comme on abordera plus tard ce qu'on appelle les templates en C#, vous verrez qu'on n'aura pas forcément besoin d'indiquer qu'on veut faire une somme d'entiers. C'est un cas un peu particulier du langage. Donc très simplement, dès que j'ai besoin maintenant de faire une somme, pas besoin de refaire tout le temps le calcul avec l'addition, l'opérateur, etc. J'ai fait une méthode pour ça, qui le fait à ma place. Normalement, si la méthode fait bien son boulot, qu'elle n'a pas de bug ou autre, je sais que je peux l'utiliser, comme le WriteLine qui appartient à C#, rappelez-vous, qui est une méthode directement native du langage. Bah là, on peut partout l'utiliser, et on sait que ça va faire le travail comme il faut. Voilà un cas précis. On va voir maintenant une autre possibilité, puisque là on n'a fait finalement qu'afficher, et c'est pas forcément ce qu'on voudrait. C'est-à-dire que nous on s'attend ici à ce qu'elle fasse la somme, là finalement elle ne fait pas vraiment la somme. C'est-à-dire que cette méthode en réalité elle fait déjà deux choses. Elle affiche tout en faisant une somme. D'accord? Donc elle fait la somme d'un calcul, d'une expression, et elle l'affiche. Vous voyez déjà, mine de rien, elle fait deux choses. Alors qu'elle s'appelle simplement somme, elle s'appelle pas print, somme, etc. Si elle s'appelait encore comme ça, bon, pourquoi pas. Mais nous on veut juste une méthode qui fasse la somme. Donc je veux pas qu'elle fasse les deux choses. Donc ici ce qu'elle va faire, ce n'est pas l'afficher directement, elle va retourner le résultat. Et pour pouvoir retourner quelque chose d'une méthode, on utilise l'instruction return. Qu'est-ce qu'on retourne? Bah, ce que vous voulez. Donc moi je veux retourner tout simplement x plus y. Voilà. On peut bien sûr, c'est logique, hein, faire ceci. D'accord? Vous faites votre calcul dans une affectation de variable et vous retournez le résultat. Mais ici, vous comprenez très vite, je pense, que ça n'a pas d'intérêt. On s'embête avec une variable intermédiaire alors qu'on peut tout de suite retourner ça. D'accord? Mais ça, si vous ne comprenez pas tout de suite, ça vous semble pas si évident que ça, c'est peut-être que vous n'avez pas encore beaucoup de pratique, c'est peut-être la première fois que vous programmez, donc vous ne voyez pas cette logique ou cette évidence tout de suite sous vos yeux, mais ça viendra bien sûr avec la pratique et l'expérience. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais en tout cas, sachez que quand on voit ça, on peut se dire, bon, au pire tu fais ça, hein, tu gagnes tout de suite du temps. Voilà, très rapide. Alors là, si je me contente de faire ça, on peut éventuellement recompiler, exécuter, bah là, on va se dire, bon, ça marche. Enfin, ça marche même pas, oui, parce que voilà, il n'y a pas ce qu'on veut. Mais tout simplement, alors, attendez, j'ai pas une erreur ici. Ah oui, c'est normal. On va attendre. Je suis allé trop vite. Il nous faut un type de retour. D'accord? C'est-à-dire que là, on vous dit, bon, il y a une erreur, etc. Ça retourne void, alors que finalement, ça devrait retourner autre chose, puisqu'on fait un return. Et ça, c'est quoi? C'est une information de type int, une information de type int. Si on fait la somme de deux int, ça veut dire que ça retourne en fait un int. Ok? C'est censé retourner ce type-là. Donc déjà, c'est pas du void. Donc là, vous avez compris le principe. Bah, en fait, il suffit d'indiquer un type de retour différent. Voilà. Ma méthode somme, maintenant, retourne une information de type int. Maintenant, je peux compiler effectivement, et on verra que c'est pas suffisant. Donc ça, vous voyez, j'avance étape par étape, que vous voyez un petit peu comment on progresse. Alors ça, j'insiste parce que je sais que dans d'autres plus anciennes formations, il y a des choses, ça, il y a certaines choses où j'étais pas rentré autant dans le détail. Il y a des gens, mine de rien, qui ont bloqué pas mal sur cette partie-là, sur le retour des méthodes. Donc j'insiste finalement sur ce cours-là pour aller encore plus loin que d'autres plus anciens cours, pour vous compreniez un peu le principe. Donc là, ok, ça a compilé, mais on n'a pas d'affichage. Bah oui, parce que rappelez-vous, il n'y a plus d'affichage de fait. On ne fait qu'un return finalement du calcul. Il va falloir l'afficher à cet endroit-là. Alors on a plusieurs possibilités. On peut directement s'amuser à faire ceci. Pourquoi? Parce que cette méthode étant bien conçue, elle affiche tout simplement ce qu'on lui donne l'argument. Elle peut afficher ça. Je peux l'afficher une valeur comme ça. Je peux lui afficher un texte. Mais je peux lui afficher toute information qui retournerait quelque chose qu'elle est en mesure d'afficher. Et ça, bah, ça retourne un entier. Donc après tout, que je fasse ça, d'accord, ou que je fasse finalement, alors là bien sûr il faudrait le mettre en texte, ou que je fasse ça, donc du genre, je sais pas moi, je mets int x égale 4, et ensuite je fais x plus y. Alors ça je vais vous montrer, ce que ça vaut le coup de vous montrer un petit peu dans l'exemple. Voilà, vous voyez que ça affiche bien le résultat, donc il est capable de traiter. Vous voyez, encore une fois, on n'a pas besoin de savoir comment fonctionne cette méthode, on sait qu'elle affiche tout ce qu'on lui passe ici en argument, et elle le fait. Donc après tout, bah ça, on comprend bien que, bah oui, en fait, finalement, elle est capable de traiter un nombre. Donc pourquoi pas, directement, vous voyez là, je passe pas par des données intermédiaires, par le retour de l'appel, de ma méthode. C'est-à-dire que la solution la plus intermédiaire, on va dire, c'est de faire encore une fois, bah, result. Donc je crée une donnée de type int, parce que vous voyez que c'est ce qu'elle retourne, et j'affecte le retour de ma méthode.
en mettant ici les valeurs que je veux. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va appeler, donc en faisant ça, ça va appeler somme, ça va prendre donc, copier cette valeur, enfin ça va faire une copie ici, une variable x qui va prendre la valeur 142, une variable y qui va prendre la valeur 55. Elles vont donc exister dans ce contexte-là, et elles vont être retournées. Ça va faire un return de 142 plus 155. Ce retour va être affecté, vous voyez, grâce à ici, à cette variable result. Et ensuite, un simple writeLine de result va nous donner, vous l'avez compris, le résultat. Donc je l'exécute, que vous ayez tout sous les yeux. Voilà, on obtient bien 197. Mais là, pareil, c'est comme l'exemple de tout à l'heure ici, on passe par une variable intermédiaire, mais on n'est pas obligé. On peut parfaitement, et c'est logique, faire ça. Dans l'argument de la méthode, je mets l'appel directement à la méthode. D'accord? Je fais appel à cette méthode, puisqu'en fait, ceci va renvoyer ça, x plus y, qui sont ces deux valeurs-là, je rappelle. Donc ça reviendra à faire un writeLine de x plus y, donc de 142 plus 55. Et si je recompile et exécute, on obtient exactement la même chose. Voilà. Donc j'insiste bien, parce qu'encore une fois, sur d'autres formations, ceci n'était pas forcément clair pour tout le monde. J'ai eu plein de commentaires de gens qui ne comprenaient pas ça, qui se sont dit, mais oui, est-ce que, voilà, ils ne comprenaient pas cette histoire de retour et le fait qu'on puisse directement afficher le retour d'une méthode. Donc j'insiste, vous voyez que ça fonctionne, ça fait très bien le taf, et on peut parfaitement procéder de cette façon-là. Après, c'est au choix. Si pour vous, c'est pas lisible de procéder comme ça, je vous recommande, je vous conseille fortement de passer par des variables. Il n'y a aucun problème à créer une variable en plus dans un programme. Ne pensez pas que parce que vous allez créer une variable en plus, votre programme sera moins performant, moins rapide, moins bien, etc., moins correct. Il n'y a aucun problème. Visez d'abord, avant bien sûr, faut penser bien sûr au côté fonctionnel, mais pensez aussi beaucoup à la lisibilité de votre code. Ça sert à rien de faire un code qui est plus compliqué à lire, plus compliqué à maintenir, pour éviter de créer 2-3 variables en plus. D'accord? Dans un programme conséquent, vous aurez des centaines, vous pouvez avoir des centaines, des milliers de variables différentes. D'accord? Imaginez le nombre de variables dans un jeu vidéo, dans une application de bureautique ou autre, on n'en est pas à 10-20 variables. D'accord? On n'est plus à ça. Et ça fonctionne très très bien comme ça. Donc pas d'inquiétude si vous devez créer une variable supplémentaire, parce que pour vous, ça c'est moins lisible, parce qu'il y a plein de parenthèses partout, des virgules, et on a du mal à se relire. Il n'y a aucun problème de passer par des valeurs, des variables intermédiaires si vous le voulez. Aucun souci à ce niveau-là. Voilà. Donc vous avez vu une méthode, elle peut très bien avoir aucun paramètre, aucun retour. On peut aussi lui indiquer des paramètres sans retour. Elle n'est pas obligée de retourner quelque chose. On l'a fait tout à l'heure avec ça et en faisant directement l'affichage là. On peut parfaitement associer les deux. Et des paramètres qu'elle a et quelque chose qu'elle retourne. Alors vous voyez qu'elle retournera qu'une seule chose. On ne peut pas lui dire de retourner par exemple genre un int et un float, etc. D'accord? Ça ne fonctionne pas. C'est on retourne qu'une seule information et on peut faire ça. Alors après, est-ce qu'on est obligé d'avoir qu'une seule? Ça, je vais insister, parce que je l'ai déjà vu aussi pas mal. Il y a des gens qui avaient des problèmes là-dessus en commentaire, qui s'imaginent que finalement, dans une méthode, il ne faut qu'une seule fois le mot return. On ne doit croiser qu'une seule fois ce mot-là dans une méthode. Non, c'est pas exactement comme ça que ça fonctionne. On ne peut retourner qu'une seule chose, puisqu'au moment où cette instruction va être exécutée, c'est terminé, on sort d'accord, du bloc ici, donc le contexte de la méthode, et on revient à l'endroit où on l'a appelé. Ici, on l'avait appelé dans main, donc on revient dans main, là où on était, et on continue l'exécution. Par contre, on peut avoir plusieurs fois return. C'est simplement qu'il n'y en a qu'un seul qui va être exécuté. Très simplement, comme ceci. Si je fais ça, alors déjà, c'est même pas sûr, parce que son et langage, c'est même pas sûr qu'il veuille compiler. Alors, je pense que si, je pense qu'il va de toute façon ignorer le deuxième. Voilà, il va mettre, voilà, il met quand même un avertissement pour dire bon, voilà, tout de même. Mais, vous voyez, pas de problème. Et du coup, il retourne X. Donc, il a fait ça. Il dit ok, je retourne simplement X. Très bien, je sors. Et ça, du coup, c'est complètement ignoré. Donc, on peut faire ceci, il n'y a pas de problème. Alors là, dans un cas réel, ça n'a pas de sens d'avoir deux returns à la suite. Par contre, on peut très bien se dire ceci. If y égale 0, tu retournes X. Ou même, on peut faire, voilà, ou X égale. Alors non, c'est plutôt comme ça. Voilà, plutôt ça. Sinon, else if, alors je vais refaire, attendez, dans l'ordre, X égale 0. Tu return Y, et sinon, mais j'ai même pas besoin de faire limite, on n'a même pas besoin de faire le else en fait, on peut même le mettre à part, parce que c'est soit il va entrer dans le if et il fait un return, on sort, soit il fait le else if, on fait un return, soit il a fait ni l'un ni l'autre, et du coup il continue l'exécution, et là il tombe sur un return de ça. Voilà, ça peut être un cas tout à fait valide. D'accord? Si y égale à 0, ça sert à rien de faire une somme d'un nombre avec 0. Ça changera, le nombre ne va pas changer. Donc autant retourner directement celui qui normalement n'est pas égal à 0. Alors j'ai pas traité le cas où les deux seraient égales à 0, évidemment, mais
Le but, c'est pas de traiter tous les cas possibles de la somme, c'est pas le but de la vidéo, c'est de montrer qu'on peut avoir des structures conditionnelles ici de contrôle, et de se dire, vous voyez, si je lis simplement mon code, on rencontre 3 fois le mot return dans la même méthode. Il n'y a aucun problème. Par contre, il ne peut y avoir qu'un seul scénario rencontré. Il ne peut y avoir qu'un seul return possible à rencontrer. Si on peut en rencontrer plusieurs, c'est que votre conception elle est mal faite, que votre code est mal écrit. Là, il est impossible en fait d'avoir 2 returns qui se fassent ou autre. Parce que de toute façon, dès qu'un des premiers va être exécuté, hop, on va sortir. Donc attention à ce niveau-là, mais on peut parfaitement procéder à ce genre de choses-là au niveau de votre code. Voilà, donc j'ai bien insisté, encore une fois j'ai bien pris le temps de vous expliquer ça, parce que c'est très important et je vois tellement de personnes qui bloquent sur ces concepts-là qui sont pourtant franchement accessibles. C'est pas plus mal de prendre son temps là, parce qu'en C# on va avoir beaucoup plus de choses. Alors il faut vraiment pas perdre de temps et pas avoir de problème à ce niveau-là, surtout avec tout ce qui vous attend pour la suite. On va pouvoir aborder une autre information un peu plus, on va aller un peu plus loin sur cette histoire de paramètres. C'est-à-dire qu'on va terminer, il y a encore beaucoup de choses à voir, mais on va terminer sur la dernière partie de cette vidéo avec ce qui se passe au niveau des paramètres. On va pouvoir faire un peu plus de choses à ce niveau-là. Très important. Alors première chose déjà, au niveau des paramètres, on n'est pas obligé d'avoir forcément des informations obligatoires. D'accord? Alors qu'est-ce que je peux mettre comme exemple? Qu'est-ce que je peux faire? On va mettre un exemple de... C'est un exemple que je prenais, voilà, qui est pas mal. Imaginons dans un je sais pas moi, un système de messages. Alors, par contre, je voulais pas mettre n'importe quel type. On va faire parler, voilà. Faire une méthode qui ferait parler, d'accord, qui permet de faire des dialogues, hein, faire parler un personnage dans un jeu, dans n'importe quoi. Où la première information serait tout simplement son nom, ok. Et la deuxième information serait, alors plutôt dans cet ordre-là finalement, un message et de qui ça provient, hein, finalement. Voilà. Et ça afficherait quelque chose comme ça. Alors je vais utiliser la syntaxe simple, hein. Je ne vais pas utiliser la syntaxe avec le dollar, hein, rappelez-vous, hein, on mettait les variables comme ça. Voilà, je vais rester sur une syntaxe un peu plus ancienne. On va faire message, bon, je vais juste mettre ça en fait. Non, c'est pas dans cet ordre là, je vais y arriver. Voilà, je vais mettre ça comme ça. On va concaténer avec un plus. Et message. D'accord? Voilà, petite concaténation pour ne pas avoir à écrire ça tout le temps. D'accord? Comme ça, j'aurais plus qu'à faire say le message. Hop. D'accord. Et ensuite. Oula. Pas trop vite. C'est mon micro qui me gêne au niveau de mon clavier. On fait avec les moyens du bord. On fait comme on peut. Voilà, un petit dialogue entre Laurie et Thomas. Ok, on fait ça. Hop. On les fait parler et on va observer rapidement qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise. Ah oui. Attendez. Ça retourne rien. Doucement. On va aller trop vite, après on oublie la moitié des choses. Donc une méthode qui ne retourne rien, qui attend que 2 paramètres des chaînes. Et vous voyez, ça permet de formater pour avoir un système un peu de dialogue. On peut les faire parler comme ça. Il est tout à fait possible d'avoir un système avec des paramètres optionnels, des paramètres facultatifs. Par exemple, dans un jeu, on a des fois des personnages qui vont s'exprimer, on n'a pas encore leur nom. Vous savez, ce sont des personnages un peu inconnus, un peu mystérieux, tout ça. Donc on peut éventuellement omettre leur nom et avoir un nom générique finalement, de se dire, il y a des moments où je veux faire parler un personnage, mais je veux pas forcément indiquer son nom. D'accord? Je veux qu'il soit un peu anonyme. Donc pour ça, vous pouvez parfaitement indiquer qu'un paramètre sera facultatif en lui mettant une valeur par défaut. Alors ces paramètres facultatifs, il faut toujours les mettre sur la fin. D'accord? Les paramètres obligatoires toujours au début, ici. Et ensuite, s'il y a des paramètres optionnels, vous les mettez en dernier. Et là, j'indique simplement ça, name, ok, donc il va attendre une valeur. Et s'il n'y a aucune valeur, pas de problème, je vais lui affecter quelque chose. Donc j'utilise à nouveau l'opérateur d'affectation. Et ici, je vais l'appeler par exemple inconnu. D'accord? Ou anonyme, hein, on peut mettre le nom que vous voulez. Comme ceci, ça fonctionne également. Donc là, je fais ça. Et là, d'un seul coup, on a quelqu'un qui s'invite à la fête. Allez, personne ne me connaît. Voilà. Vous voyez, j'indique un seul argument. Vous voyez, j'ai pas mis une virgule pour mettre un deuxième argument. Et grâce à ça, comme c'est un paramètre optionnel, eh bien, la méthode va pouvoir remplacer la valeur. Et vous allez le voir ici. D'accord? Il est anonyme.
Voilà, donc ça c'est une possibilité, une possibilité syntaxique qu'on peut faire en C# et dans pas mal d'autres langages. Alors pas tous les langages de programmation, c'est plus ces langages un peu plus haut niveau, les langages un peu plus modernes que d'autres qui permettent ce genre de fonctionnalité, et c'est plutôt pratique. Donc on peut faire ça. On a également une autre possibilité qui est arrivée encore un peu plus tard, et ça, s'il y en a parmi vous qui programment en Python, vous connaissez, ce sont les paramètres nommés, et notamment lors de l'appel. C'est-à-dire que là, déjà en termes de lisibilité, on indique des informations, mais on ne sait pas forcément à quoi ça fait référence. Et on est obligé de les indiquer dans l'ordre. Donc je vais reprendre ce système-là. Je suis obligé de les indiquer dans l'ordre. C'est-à-dire que comme elle attend ici un message, et ensuite seulement un nom, je ne peux pas les mettre à l'envers. Parce que si je mets ça à l'envers, on peut imaginer, je fais ça là. Hop. Exemple pratique. Donc je vais un peu vite sur l'écriture de code, il n'y a rien de compliqué, au pire vous pouvez mettre sur pause la vidéo si je l'avais très vite dans les changements de fenêtre. Voilà, on voit que là, c'est Coucou qui dit Laurie et Thomas qui dit Salut, tu vas bien. Donc il y a un problème. On est obligé de respecter effectivement cet ordre-là. Alors si vous, personnellement, c'est une question de préférence, vous avez envie de pouvoir des fois de mettre vos arguments dans l'ordre que vous voulez, vous pouvez faire un appel avec vos arguments nommés, d'accord? Donc c'est-à-dire des paramètres nommés. Ici, il s'appelle message et il s'appelle name, d'accord? Ce sont les deux paramètres attendus par cette méthode. Donc je peux parfaitement là dire, ça correspond au nom, donc je fais ça, je mets les 2 points, alors vous pouvez coller, mettre une espace après, comme vous voulez, c'est vous qui voyez, et puis ça indique, c'est mon message. Voilà. Et d'ailleurs, si vous l'associez avec des paramètres facultatifs, vous pouvez comme ça, par exemple, changer un peu l'ordre, ça évitera certaines erreurs, par exemple, si vous avez mélangé paramètres obligatoires et paramètres facultatifs. Mais là, on comprend que ça doit respecter l'ordre de la signature de la méthode. La signature, je rappelle, c'est ça, ok? D'ailleurs, c'est même pas forcément ça, la signature, en gros, c'est même ça. Pour être exact, on s'en fiche un peu des noms de variables qu'on a choisis, que ça, j'aurais pu appeler ça comme je veux. Je peux appeler ça comme ça, et après, je fais ça. Clairement, je vous le dis, voilà. Ce sont des noms ça que vous choisissez, c'est arbitraire, il n'y a pas de nom obligatoire mettre, c'est vous qui voyez. Le tout, c'est que ce soit explicite et vous comprenez à quoi ça correspond. Et là, dans les arguments nommés, évidemment, il faut indiquer à quoi ça correspond. Et grâce à cela, on peut parfaitement mélanger. On va retrouver l'ordre ici à l'exécution, pas de problème. Voilà, donc une autre possibilité que vous pouvez faire qui est pas mal pratique, ça peut éviter de certaines erreurs et au moins on sait de quoi on parle. Et rien qu'en termes ici de code, au niveau de l'autodocumentation, quelqu'un qui va lire cette ligne de code dans votre programme, il comprendra que ça correspond à un nom, ça correspond à un message. Donc on arrive très facilement, grâce aux paramètres ici, aux arguments nommés, savoir à quoi ça correspond par rapport à l'appel de la méthode. Pas mal pratique. C'est quelque chose qui est à connaître aussi et que je vous donne, qui est arrivé un petit peu plus tard en C#, c'était pas là au tout début, dans les premières versions du langage, mais comme c'est quelque chose qui existe maintenant depuis pas mal de temps, il faut s'en servir et n'hésitez pas à vous en servir si ça peut bien sûr avoir une utilité. Vous ne sentez pas obligé de le faire, mais si ça peut être pratique pour vous, servez-vous-en, il n'y a pas de problème. Évidemment, si je voulais indiquer un nombre, ça fonctionne pareil. Un nombre, on passerait comme ça, on mettrait simplement pas les doubles guillemets, mais ça fonctionne tout aussi bien avec autre chose comme type. Il n'y a vraiment aucun problème à ce niveau-là. Voilà. Donc on a fait le tour sur les paramètres, je pense que oui, les paramètres, on va s'arrêter là, parce qu'il y a plein de choses qu'on peut voir encore, mais il y a plein de choses qu'on n'a pas encore, on va dire, vues tout de suite. Et on va parler maintenant plutôt de la manière de passer ces paramètres. Donc ça, c'est surtout aussi au niveau de l'appel que c'est important, puisque si vous vous souvenez, dans la vidéo sur les types de données, tout ça, je vous avais indiqué, je vous avais parlé de type, par exemple, référence et de type valeur. D'accord. Les types valeurs, ce sont beaucoup les types primitifs du C#, int, on avait par exemple char, float, etc. Et on a ensuite des types références, qui sont notamment des types personnalisés qu'on aura, donc on a string, on aura également plus tard quand on va créer nos propres classes, c'est-à-dire par exemple ici program, c'est un type, donc une classe qui permettra de créer des objets, qui est un type référence. Donc c'est des choses comme ça qu'on a, et qui se distinguent finalement dans leur fonctionnement au niveau de la programmation. Comment que ça se passe au niveau de nos méthodes, parce que ça c'est important de le savoir, et bien voilà comment ça fonctionne. Première chose que je peux faire, alors qu'est-ce qu'on va faire ici dans name, on va faire ça. Je vais faire, on va faire name, on va mettre, non, int number, c'est ça. On va créer un nombre qui est égal à 10, d'accord. Et voilà, naïvement on pourrait se dire, moi je veux faire une méthode qui va changer. Par exemple, je sais pas, je travaille sur une variable, donc une donnée précise, il y a des moments où j'ai besoin de la reset, de la réinitialiser à 0. Pour je ne sais quelle raison, j'ai juste besoin de faire ça. Donc je vais mettre une méthode resetNumber, ok, faire ceci. Alors,
de base, hein, si on veut faire ça, on peut faire ça comme ça, qui va retourner quelque chose. Elle attend notre nombre. Donc ça, je vais appeler NB hein, pour que vous compreniez que ça n'a rien à voir. Hein. Le number qui est là n'a rien à voir avec ce qui sera là-dedans. Et ensuite, on peut, au plus simple, faire ça. Ok. Donc on peut directement. C'est-à-dire qu'elle attend NB. Alors c'est vrai que là, c'est un peu bizarre parce que on s'est dit finalement on attend quelque chose, mais on n'est même pas obligé. Hein. C'est-à-dire qu'on pourrait même limite faire ça. Ok. Reset number. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, on a là. Alors c'est vrai que finalement, c'est bien que je choisisse cet exemple parce que vous allez voir qu'il y a plein de cas possibles. J'affiche number. Ok. La number, bah, je lui affecte le retour de la méthode reset number qui ne fait qu'un return 0 hein, finalement. Et ici, je le réaffiche. Là. Voilà, donc il n'y a même pas besoin de paramètres en fait dans ce genre de cas. On fait ça. Et là, on va avoir changé la valeur. D'accord? On a reset à 0. Ok? C'est une possibilité. On pourrait très bien aussi carrément, c'est-à-dire que sans faire un return, bah, se dire bah, moi je veux juste faire ça. D'accord? Je retourne rien et dire bon, bah, si je fais un reset number, alors c'est un cas un peu bizarre ici, de procéder de cette manière. De dire je veux réinitialiser un nombre et j'indique lequel. Ok? Donc genre number. Et là on s'attendrait à faire ceci. Et voilà. D'accord? On retourne rien, je rappelle dans le genre de cas. Voilà. On va recompiler pour voir un peu. Et là on va se rendre compte de quelque chose. C'est que la valeur n'a pas changé. Pourquoi ça n'a pas changé? Puisque comme je vous l'ai dit plus tôt et même je vous l'ai dit au début de cette formation, nous avons ici un type primitif, le type int, qui est un type valeur. D'accord, en C#. Ça veut simplement dire ici que lorsqu'on va travailler sur des méthodes, y compris des paramètres, les paramètres vont être passés également par valeur. Pour être clair, qu'est-ce que ça veut dire aussi? Tout simplement que là, et ça je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont deux variables différentes. D'accord? C'est-à-dire que là on a effectivement un number qui existe dans le contexte de la méthode main, mais le number qui est là est une autre variable. C'est pas parce qu'elles ont la même étiquette au niveau du code que ce sont les mêmes, d'accord? Elles ne font pas référence finalement à la même chose, d'accord? Donc ici, on a une copie qui est créée de number qui s'appelle, hein, bon ça c'est le coup, elle s'appelle number, j'aurais pu l'appeler hein, pour être comme ça, pour pas vous embrouiller, voilà. On crée une nouvelle variable number qui est une copie de celle-ci, c'est-à-dire qu'elle va avoir la même valeur. Hein, si je fais ici un write line là, vous allez voir que ça a bien affiché 10 aussi. Donc là on va avoir 10, 10, 10. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? NB, pardon. Pas number. On va aller trop vite. Voilà, on a 10, 10, 10. Donc le premier affichage là. Là, on fait un reset. Donc on voit bien que ça a été une copie. Parce que NB, vous voyez qu'avant, je précise nulle part que c'est égal à 10. Donc ça montre bien qu'on a fait une copie de sa valeur. Mais on a seulement fait une copie de sa valeur. C'est pour ça qu'on dit que c'est un type valeur. On travaille avec des copies. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais appeler cette méthode, imaginez un gros programme où j'ai besoin d'appeler cette méthode 10, 50, 100 fois, eh bien on va créer à chaque fois une nouvelle variable pour faire de la copie. Alors là, c'est pas bien grave parce que ce sont des petites informations, donc c'est pas gênant. Mais quand on commence à avoir des méthodes qui manipulent plusieurs dizaines, d'accord, d'informations, si on doit faire des copies à chaque fois, c'est pas forcément très pratique. Et surtout, au niveau de ce langage-là, si on devait faire ça avec des types particuliers, par exemple plus tard on verra des tableaux, ou par exemple si vous voulez représenter, je sais pas moi, une grosse quantité de données, d'accord, dans une classe, hein, comme on le verra plus tard, et bien si on devait à chaque fois tout copier, en termes de mémoire, hein, en termes d'optimisation ou autre, c'est pas forcément le plus pratique, d'accord, on n'a pas envie de s'amuser à tout copier. Alors là, C# a fait le choix, arbitraire aussi, de se dire, nous on a les deux types, on a des données valeurs et des données références. Les données valeurs seront des copies faites à chaque fois, c'est le cas, parce que là ils disent bon bah, c'est un simple entier, on peut se permettre en programmation de faire une copie d'un nombre entier, c'est pas très coûteux on va dire. Par contre on a d'autres types, c'est ce que je vous disais, hein, le string ou autre, où là comme on peut avoir des données beaucoup plus conséquentes, hein, vous savez une chaîne de caractères, ça peut être un texte hein, de je sais pas moi, de 5000 caractères, 50 000, donc ça peut être extrêmement conséquent. Là si on s'amuse à copier à chaque fois 5000 caractères, ça commence à faire beaucoup, et ça on n'a pas envie. Et encore une fois, on verra comment créer nos propres types personnalisés, et vous verrez qu'on peut avoir des choses beaucoup plus conséquentes encore. Donc voilà comment ça fonctionne. Comment faire maintenant si j'ai envie de me dire, bah, dans cette, en faisant juste ça, moi je veux quand même que ma méthode, j'insiste, hein, je veux que ma méthode puisse effectivement modifier number qu'on a ici. C'est-à-dire qu'on fait bah, ça, simplement, et je veux effectivement que ça le modifie lui. Je veux pas que ça me fasse une copie. Alors ok, si C# il a fait ce choix-là, mais moi j'insiste, je veux que cette méthode fasse une copie de là. J'ai pas envie de retourner une information.
Parce qu'imaginez que j'ai ça. D'accord, genre plusieurs choses. Et ben j'ai envie par exemple que ça me reset tous les nombres. Donc si je fais ça, autant au départ quand j'ai qu'une seule valeur, je peux la retourner avec un return. Hein, je vous l'ai montré tout à l'heure. On a vu que ça fonctionnait. Au pire, on peut faire ça. Mais si on veut s'amuser à retourner plusieurs choses, bah là forcément c'est plus embêtant. C'est-à-dire que je fais ça. On va faire ça comme ça. Voilà. Là, je peux pas m'amuser à faire un return de NB et return NB2. Rappelez-vous, on a vu qu'une fois qu'il y a un premier return rencontré, on sort de la méthode. Donc comment je fais si je veux retourner deux nouvelles valeurs? On peut pas. Donc c'est pour ça qu'il faut ce choix-là de dire, bah, on ne retourne rien, mais je veux faire cette modification. Encore une fois, on a vu que si je fais ça, ça ne modifie pas parce que C# considère que ces types-là, qui sont des types par valeur, sont donc passés ici par valeur, et on en fait des copies. On fait des copies de ces valeurs. Pour pouvoir changer ce comportement, évidemment vous pouvez le faire, il faut indiquer explicitement que vous voulez en fait un passage par référence. Pour le faire, bah, vous dites, cette méthode attend deux références, comme ceci, avec le mot-clé ref. Ceci est une référence sur un entier, ça, NB2 est une référence sur un entier aussi. Et on peut même, parce qu'il faut de façon l'indiquer des deux côtés, faire ça, déclarer nos deux variables ici comme étant des références. Et là, bah, il va exceptionnellement dire, ok, tes deux variables là, exceptionnellement que ces deux là, ces int, sont considérés comme des types références. Si à nouveau je refais ça, lui number3 est à son comportement par défaut, c'est-à-dire c'est un type valeur, d'accord? Voilà, pour devenir un type référence, il faut utiliser le mot-clé ref. Et là, pas de problème, vous allez voir toute la différence, ici. Donc je peux même afficher ça, que je peux le faire pour... on va le faire pour les deux. Number 2. Attendez, on va séparer, voilà, différentes choses. Hop, donc les déclarations. Premier affichage des valeurs de départ. On veut tout reset et on affiche à la fin pour voir si ça a fonctionné. On fait ça. Si jamais j'ai pas fait une petite erreur de frappe d'inattention. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? On peut les passer sinon pire, mais... Ah oui, c'est parce que j'avais mis, oui, pardon, c'est parce que je leur ai mis une valeur de départ. Donc non, là il faut pas le ref, c'est pour ça. J'aurais dû juste les... Argument 1 doit être passé, voilà, c'est là qu'il faut... Alors attendez, il faut changer du coup. Voilà, c'est ici, lors de l'appel. Hein. Voilà. Donc on les passe ici, d'accord? Comme on attend une référence, il faut indiquer ici que c'est une référence que l'on passe. Voilà, je sais pas pourquoi je l'ai mis ici, il faut pas le mettre là, il faut le mettre lors de l'appel. Ok, donc on y va, ça va être bon. Je savais bien que j'avais fait une petite erreur. Et là, on va voir le résultat. On a dit C20 au départ et on a bien la modification qui a été faite dans une méthode. Donc vous voyez, on est dans un autre contexte, mais malgré tout, on a bien fait référence aux deux variables de la méthode main. Et c'est ces valeurs à elles qu'on a changées. D'accord? C'est-à-dire que là, on n'a plus de copie de valeurs. On a effectivement d'autres noms. D'accord? On a bien des nouvelles variables créées. Par contre, leur valeur, en réalité, c'est pas une copie. C'est NB fait référence à number. Et ici, NB2 fait référence à number 2. Donc ça fonctionne, enfin number 2 si je veux parler en anglais. Ça fait vraiment référence. Donc c'est là toute la différence. Valeur, c'est une copie, une référence, bah, c'est la donnée elle-même. On y fait référence, hein. Le nom est suffisamment explicite pour comprendre que c'est directement relié. Donc pas de problème à ce niveau-là. Voilà la différence. Donc ça, c'est des cas particuliers. Quand vous voudrez absolument explicitement vous dire une information qui est habituellement par valeur, je veux qu'elle soit traitée comme une donnée de référence, bah, vous utiliserez ce mot-clé lors de la définition, dans les paramètres, et lors de l'appel, d'accord, dans les arguments. Il faut le faire à ce niveau-là. Donc c'est une possibilité ici que vous avez. Et on voit tout le côté, hein, pas besoin de faire ça. Alors on peut éventuellement retourner aussi une référence. Hein. On pourrait très bien, bon là on a plusieurs données, même si je ne vais pas prendre le temps de vous faire tous les exemples à chaque fois, de faire ceci. D'accord? De faire return ref de quelque chose. D'accord? Genre NB plus, je dis n'importe quoi, voilà. On peut parfaitement indiquer ici un retour à ref. Et dans ce genre de cas, évidemment, bah, il faudrait créer une donnée de type référence aussi. D'accord? Je vais même faire ça et faire ça. Voilà, c'est pour ça que je m'étais mélangé un peu les pinceaux là juste avant, parce que c'est ça. En fait, je voulais aller trop vite, je pensais à ça. Je pensais à ce, voilà, au return ref, alors que ça n'avait rien à voir. Donc, toujours pareil, en fait, il faut que ça concorde. Ok? Comme là, ça attend de la référence, il faut que l'appel indique référence aussi. D'accord? Pour que ça matche finalement. Et là, quand vous avez un return d'une référence, il faut évidemment que ce qui récupère ce retour soit aussi une référence.
D'accord? Donc très simple, hein, ça devient naturel, après on comprend parfaitement, sauf quand vous faites comme moi, vous enregistrez une vidéo et que vous n'êtes pas attentif, vous comprenez parfaitement où est-ce qu'il faut le mettre, où est-ce qu'il ne faut pas le mettre. D'accord? C'est juste logique, hein, c'est du bon sens, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Voilà, pour ce mot-clé ref, et on va en voir quelques autres avant de terminer, parce que je vois que ça fait bientôt 50 minutes de vidéo. Je vous avais dit qu'il y avait beaucoup de choses, et encore une fois, je voulais pas spécialement faire une vidéo en 2 parties, parce que de toute manière, vous êtes sur YouTube, vous pouvez mettre en pause la vidéo, la regarder sur 2 jours complets si vous voulez. Bref, vous faites comme vous voulez. 2 autres mots-clés qu'on va voir qui sont assez proches finalement de ce qu'on a vu là avec ref, mais qui sont importants, parce qu'il faut les connaître, et parce que c'est évidemment une grande source de confusion pour beaucoup de gens. Le premier, c'est tout simplement le mot in, c'est-à-dire que des fois vous allez rencontrer des méthodes, vous allez vouloir faire des méthodes avec ceci. D'accord? Alors je ne vais pas forcément vous faire des codes d'exemple, je vais juste surtout vous les expliquer parce que c'est assez simple à comprendre. Référence, hein, donc je rappelle, si vous vous souvenez de ref, c'est tout simplement pour faire référence directement à la valeur, à la donnée en particulier, on ne fait pas de copie, je rappelle, et on va pouvoir lire l'information ou la modifier. D'accord? C'est-à-dire que vous voyez là tout à l'heure on l'a fait, alors il faudra que je rechange, on avait tout simplement ici fait un NB égale 0, donc là on faisait de l'écriture et NB2 égale 0. Avant même ça, hein, je peux parfaitement la lire, hein. Évidemment aucun problème. Hein. Là c'est pareil, si je fais un NB2, d'accord, je peux parfaitement faire ça. Hop. Je vais voir ce que je vais recompiler, parce que comme j'ai modifié tout un tas de trucs. Alors qu'est-ce qu'on a? Ah oui, oui, forcément, j'ai tout changé. Hop. On vient de faire un code qui compile, ok voilà. Donc oui, je peux lire parfaitement la valeur, pas de problème, ok ça fonctionne, pas de souci. Donc la référence, c'est pour éviter la copie, ça permet de faire de la lecture et de l'écriture. Donc lecture, c'est-à-dire accès, écriture, bah, c'est par exemple modification de la valeur. On peut le faire parfaitement avec les références. On a un cas particulier avec in, alors je vais noter ref. Hein. Ref, bah, c'est bon, référent, vous l'avez compris, hein. Référence plus lecture et écriture. Ça, on va terminer la vidéo là-dessus. In, c'est une référence aussi, mais c'est de la lecture seule. C'est-à-dire que si vous savez que vous voulez une information comme référente, mais que vous ne comptez pas la modifier, vous comptez juste pouvoir lire l'information telle qu'elle est, et bien vous passez une référence, non pas avec ce terme-là, mais avec le terme in. Donc là, ça ne marchera pas parce que je modifie NB. Donc si je fais ça, c'est bon, d'accord? Par exemple, voilà. Alors, normalement, là, il n'est pas censé chipoter, hein, puisque je ne modifie pas NB. Hein. Donc il devrait être content. Pas avec le mot-clé ref. Oui, bah du coup, voilà. Normalement, number tout seul suffit. Sinon, je mettrai in également dans l'appel. S'il veut in dans l'appel, voilà, normalement c'était bon. Et là, ok, on fait que de la lecture, pas de problème. Voilà, donc ça c'est la différence, c'est un peu plus précis, d'accord, pour vous dire, bon là j'ai pas d'écriture de modification à faire sur cette information, donc en voyant in, on comprend que cette méthode, vous voyez, c'est simplement en lisant, on comprend que cette méthode ne va pas en fait modifier cette information, et on comprend aussi que NB c'est une référence à, en fait, bah, une information à l'endroit où on a fait finalement appel à la méthode. C'est très important, parce que si on n'avait aucun de ces mots, si on voit ça, on se dit ok, ça attend un paramètre de type int qui sera, puisque int est un type primitif, une copie. Il va y avoir une copie qui va être faite dans la méthode. Si on passe ça, on se dit ok, il y a une référence, mais là bah, ça peut être finalement lu et modifié, on ne sait pas trop ce qu'on fera avec. Si on veut indiquer que ce ne sera que lu, eh bien, on utilise le mot-clé in. Ok. Dernier cas possible, le type, ou plutôt le mot-clé out, qui indique simplement, alors c'est une référence aussi, mais qui indique en fait une, alors que je peux dire une plus déclaration, je peux dire de l'extérieur. C'est-à-dire que on ne va pas en fait, on va directement travailler avec la même chose. Alors je peux faire là pour le coup je peux faire un exemple, parce que sinon ça va pas être assez clair. Je vais faire ça comme ça. Je vais faire change value de number. Console.writeLine. Ok. Change. Donc ça c'est ça. Ici je indique out int nb. Et là je fais nb égale 5. Ouais, on peut faire ça comme ça. Je vais voir que ça recompile, parce que je ne sais pas le mot-clé, oui, il le faut ici.
Hop. Et voilà. Donc là, la différence, ce qui va changer en fait, c'est que là, on va pas avoir... Vous voyez, la déclaration va être faite depuis l'extérieur. C'est-à-dire qu'on va pouvoir directement, même plus tard, travailler sur des informations dans notre méthode, d'accord, par rapport à une information qui est accessible depuis l'extérieur. Alors c'est un cas un peu particulier, le out. Vous n'aurez peut-être d'ailleurs pas forcément besoin au départ. Mais en fait, on a ici la déclaration qui est faite avant, d'accord. Donc on a créé notre information là. Je pourrais même d'ailleurs faire ça. Ok. Et on va pouvoir modifier l'information, puisqu'on indique, alors évidemment il n'est pas content, ah ben ils n'ont un signal number, attendez. Ah oui, non, bah non, parce qu'il lui faut... il faut que ce soit local, voilà, justement, sinon le out marcherait pas. Voilà, on a la déclaration et l'initialisation même qui est faite ici dans la variable, dans la méthode main, et ensuite là, on indique, on fait référence à une information extérieure, out, c'est-à-dire que là on n'a pas, encore une fois, de copie, hein, c'est une vraie référence, et ici on travaille directement sur ça. Et là, pour être même exact, d'ailleurs, il faudrait, hein, voilà, pour savoir vraiment qu'on parle bien de la même chose, de mettre le même nom, comme ça, on ne se trompe pas à ce niveau-là. Voilà, donc ça c'est un cas particulier, je reviendrai dessus, c'est pour ça que je voulais pas trop montrer d'exemple, parce que il n'y a pas forcément de, on va dire, d'exemple très parlant, hein, à ce stade de la formation, donc peut-être que vous voyez pas trop l'utilité de out, mais quand on abordera des cas concrets, vous verrez. Par exemple, on pourra carrément déclarer en fait une variable, c'est-à-dire qu'on pourra faire ça, en fait, voilà, int number. D'ailleurs, je sais même pas s'il le prendrait ici, mais en gros, on pourra déclarer, d'accord, ça c'est ce qui est arrivé un peu plus récemment, au moment de l'appel, on peut déclarer notre variable. Ouais, ça c'est pas mal pratique, chose qu'on ne pourrait pas faire sinon avec d'autres systèmes, mais comme là c'est pas forcément un exemple, un très concret, je vous montrerai ça dans un cas un peu plus parlant pour la suite, mais sachez en tout cas qu'il existe ce terme là, et que ça nous permet par exemple d'économiser ici une ligne. Voilà. On peut tout faire en fait de manière sur une seule ligne, hein, qu'on appelle une expression inline, hein, pour ceux qui veulent le terme précis, et ça permet de faire ce genre de choses là. Voilà, alors je vais m'arrêter là parce qu'après le problème c'est qu'on est parti dans plein de choses. C'est le souci en fait avec ces langages, hein, comme C#, C++, Java, c'est que c'est difficile de se contenter d'un certain nombre limité, on va dire, d'informations, parce que vous voyez que tout très vite se mélange, tout ça. Il faut bien à un moment donné qu'on s'arrête pour cette séance, puisqu'on verra pas mal d'autres choses. Par contre, pour terminer, histoire de vous donner un petit bonus, hein, de fin de vidéo pour ceux qui seront restés bien sûr jusqu'à la fin, hein, c'est un peu la récompense des plus courageux d'entre vous, on va regarder, et ça va parler à ceux qui font du JavaScript, comment utiliser, en fait, faire ce qu'on appelle en JavaScript, si vous en faites bien sûr, les fonctions fléchées, d'accord. Si vous connaissez un petit peu les fonctions fléchées, vous pouvez faire la même chose en C#, d'accord, avec ce qu'on appelle, si je dis pas de bêtises, un corps d'expression, voilà, un corps d'expression, qui permet de dire, si tu n'as qu'une seule instruction, finalement, dans ta méthode, plutôt que t'embêter à avoir des accolades partout, à faire voilà, quelque chose un peu à rallonge, eh bien tu peux faire tout sur une seule ligne, et c'est plus rapide. Alors on a un cas très simple, par exemple, qui peut être... public, on va mettre public, comment je peux mettre ça, on va faire comme l'autre fois, on va faire ça hello, on utilise ce symbole égal et le symbole strictement supérieur, d'accord, c'est pour ça qu'on appelle ça en JavaScript, ils appellent ça notamment une fonction fléchée, ça parle assez, en C#, bon, ils utilisent d'autres termes, mais c'est le même principe, et puis là, on peut tout simplement faire ça, hein. On n'a qu'une seule instruction, donc voilà, et bien sûr le point virgule qui indique la fin, donc vous voyez, tout tient sur une seule ligne, pas d'accolade, pas de tout ça. Et ici, hop, un petit hello, et si j'ai pas fait de bêtises, normalement c'est bon. Voilà, non, ça va pas du tout. Une référence d'objet est requise pour la propriété de la méthode ou le champ non statique. Comment ça? Comment ça, madame? Bon, programme hello. Ah, c'est parce que c'est parce qu'il faut statique, pardon. Oui, c'est vrai qu'on n'est pas encore dans des classes. Ah ça oui, je vais être content quand on va y être, hein, parce que là, il faut tout mêler. Donc tout va bien, c'est normal, parce qu'il attendait une instance de programme. Voilà, et ça fonctionne. Ok, donc plus simple, plus court, quand on n'a vraiment pas besoin de grand chose, hein, qu'on n'a qu'une seule instruction, même si vous lui passez des arguments. Par exemple tout à l'heure, hein, la somme, hein, j'aurais pu faire ça comme ça. Voilà, ça rentrait parfaitement. Et ensuite, on fait simplement x plus y, et normalement je pense que le return, si je ne me trompe pas, ce que je sais qu'en JavaScript, on peut s'en passer, est optionnel, hein. Donc logiquement, si je fais un... parce que des fois on peut se mélanger entre les langages, genre ça. Normalement le return ici n'est pas obligatoire, parce que dans le corps d'expression, pour lui, il comprend que de toute façon c'est ce qu'on retourne, hein. Et il va le vouloir, vous allez voir, il va vouloir le return, ah non c'est, attendez, je vais aller trop vite. Ok, public static, int sum, int, ok, très bien.
On va pas aller trop vite, je sais que c'est la fin, mais tout de même. Voilà. Donc le return est implicite, pas besoin, il me semblait bien. Pas de souci. Donc on gagne un peu de temps, d'accord, ça tient sur une seule ligne. Encore une fois, ce n'est pas obligatoire. Si vous n'utilisez ça jamais de votre vie, je crois que j'avais dit à plus ou moins la même chose pour le cours JavaScript. Il n'y a aucun problème, c'est arrivé beaucoup plus tard. On peut parfaitement s'en dispenser, on peut faire sans. C# fonctionnait très très bien avant ça, mais sachez qu'il existe ce genre de notation bien pratique éventuellement si vous voulez économiser quelques lignes. Voilà. Alors je n'ai pas parlé pour les petits curieux qui programment dans notre langage et qui peut-être même font un peu de C# se disent bah attends, il n'a pas parlé de ci, de cela. On pourra parler notamment de tout ce qui est fonction locale, on abordera également tout ce qui est expression anonyme, les méthodes anonymes, les expressions lambda, et tout ce qui est également lié à l'asynchrone, parce qu'on peut faire beaucoup d'asynchrone, de méthodes asynchrones en C#, mais vous comprenez que j'allais pas aborder tout ça également dans cette simple vidéo, parce que sinon on pourrait rajouter au moins le double de temps. Donc on verra tout ça plus tard pour une partie de certains concepts. Pour d'autres, n'hésitez pas constamment à aller vérifier sur la playlist qui, je crois, n'existe pas au moment de l'enregistrement de cette vidéo, mais qu'il y aura bien sûr aussi, si ce n'est pas encore le cas, en C#, une playlist de tutoriels qui sont, comme je le rappelle, des vidéos en annexe, d'accord, qui viennent en fait compléter le cours à chaque fois, et c'est un peu ça pour quasiment toutes les formations de la chaîne. Voilà, donc n'hésitez pas à consulter tout ça régulièrement si vous voulez de plus amples informations. On va en rester là, on a eu beaucoup d'informations. S'il y a des choses qui ne sont pas forcément explicites, notamment ces choses-là, que vous n'arrivez pas encore à faire la différence entre les trois là, etc., ne vous inquiétez pas, on les verra dans des cas beaucoup plus concrets, beaucoup plus pratiques, et il arrivera à un moment donné, vous direz, ok, je comprends maintenant pourquoi on utilise ça, pourquoi on peut avoir utilisé ça, etc., etc. Et bien évidemment, pour ces termes-là aussi, on va commencer pour la suite à voir la construction de structures et de classes. Voilà, ce sera la prochaine séance, je peux vous le dire maintenant. Prochaine séance, les structures et les classes, pour voir comment construire un petit peu des types personnalisés dans nos programmes. Donc on va s'amuser à faire notre propre classe, on n'aura plus cette classe programme ici, ou en tout cas on va en faire une autre qui sera à nous, et on va faire pas mal de choses dedans. Donc on reviendra sur les méthodes, parce que forcément il y aura des méthodes liées à tout ça, et également des cas un peu particuliers pour voir comment construire toutes ces choses-là, et les structures qui sont mine de rien très rattachées aussi. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. C'était pas mal long, mais encore une fois, comme c'est une vidéo, vous pouvez la regarder au rythme que vous voulez, à la vitesse que vous voulez, il n'y a jamais aucun problème. N'hésitez pas à vous entraîner à faire des petits programmes, des petits bouts de code, à tester un petit peu tout ça, à tester les différents nommages, à vérifier un peu les différentes notations, faire plusieurs méthodes dans votre simple programme pour pouvoir les appeler et voir comment ça fonctionne. Et normalement, vous serez paré pour la suite et vous aurez parfaitement compris tous ces concepts-là que je vous ai expliqués dans cette séance. A bientôt tout le monde pour la prochaine vidéo. Bye bye.